Alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct du salon Global Industrie pour ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur. Alors, je me présente, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à l'Institut Mines Télécom, donc un réseau de 8 écoles publiques, 7 écoles d'ingénieurs, une business school, et nous sommes présents sur tout le territoire. Alors, avec nos étudiants de l'IMT, nous avons le plaisir de pouvoir réaliser tous les mois ce type d'émission. Et ce mois-ci, en direct de Global Industrie, nous avons choisi de nous intéresser aux startups, et précisément finalement à la problématique de l'innovation dont sont porteuses les startups en confrontation ou en collaboration avec l'industrie traditionnelle. Donc, voir un petit peu avec nos industriels présents comme avec un académique, un de nos enseignants-chercheurs, finalement, quelles sont les tendances, les évolutions et surtout la pratique de ces collaborations entre les startups et les industries traditionnelles. De quoi sont-elles porteuses? Voilà, donc avant de démarrer nos échanges, je voulais également présenter nos invités, sachant que nous attendons encore le troisième, mais qui est sur le salon, il ne va pas tarder. Entre-temps, je voulais vous proposer Marius Preda, Marius Preda qui est enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. Également avec nous aujourd'hui Emmanuel Pitt-Bricard qui est associé et cofondateur de la start-up Shift 89. Et nous attendons également Renan De Villiers, qui est donc le CIO de OSS Venture. Alors, et sans oublier notre étudiant co-animateur, Gabriel Boudès. Je te laisse te présenter et en même temps commencer les échanges. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Gabriel, étudiant en dernière année à IMT Nord-Europe. Et je vais animer avec Martine ce live. Donc, je vais commencer par poser des questions, j'alternerai. Je vais commencer par vous, Marius. Si vous pouvez vous dire peut-être un peu plus sur votre parcours, ce que vous enseignez, etc. Et bonjour à tous. Oui, très bien. Donc, Marius Pédian, enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris, et je travaille dans un laboratoire de traitement d'images. Donc, on s'occupe de toute la chaîne d'images depuis l'acquisition. On essaie après de voir, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Donc, on utilise l'image pour capturer l'environnement. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement. Quand je dis image, c'est image et vidéo, c'est image fixe. Ensuite, on s'intéresse à la transmission de l'image, puisqu'on est dans une école de télécommunication. Donc, historiquement, on s'intéressait à des protocoles de transmission des données, mais dans notre cas, c'est plutôt pour les images et les vidéos. Et pour, une fois arrivé chez l'utilisateur, qu'est-ce qu'on fait avec ces images? Et dans quel type d'application on va les utiliser? Et donc, dans le projet commun avec Emmanuel, on a utilisé des images pour la réalité augmentée dans un environnement industriel. Merci beaucoup, Marius. Emmanuel, à votre tour, je vous en prie, présentez-vous et en quoi quel est votre projet, quelle est votre entreprise, votre parcours. Alors, merci Martine, merci Gabriel. C'est un plaisir d'être là avec Marius. Effectivement, on travaille ensemble depuis 2017 en plus, avec l'Institut Mines Télécom, Télécom Sud Paris. Donc, Emmanuel Bricard, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Shift 89. On est 3 associés issus de l'industrie. Et notre promesse, c'est de permettre à tout expert d'un métier manuel, technique, de créer en toute autonomie et en quelques minutes des tutoriels en réalité augmentée avec des casques comme ceci. Donc, mon parcours, j'ai un double parcours ingénieur IT et école de commerce. Et j'ai passé 18 ans dans un grand groupe industriel. Avec Marius, on a commencé à collaborer. J'ai été directeur informatique et aussi en charge de tout ce qui était industrie du futur. Merci beaucoup pour votre présentation à tous les deux. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par vous, Marius. Euh, un petit départ global. Quel regard portez-vous sur cet environnement industriel aujourd'hui où les startups sont de plus en plus nombreuses et sont symboles de créativité et d'innovation? Oui, oui, très bien, c'est un grand sujet.
En fait, on peut le voir aussi de manière positive ou négative. En général, quand on voit de plus en plus de startups dans un environnement, c'est que quelque chose ne va pas bien. Parce que justement, on a besoin que les startups apportent l'innovation et là, on peut se poser la question pourquoi les entreprises ne sont pas elles-mêmes capables d'avoir cette innovation. A priori, il y a pas plus de gens intelligents dans les startups que dans les industries traditionnelles. Mais, et donc, ça, c'est la question un peu négative de la chose. Je pense qu'on peut faire de l'innovation aussi tout en restant dans les industries traditionnelles. Mais ce qu'ils le font, c'est l'esprit un peu rebelle. Et ça, quand on est plutôt dans l'amélioration du processus, on commence à perdre l'esprit rebelle. C'est ça ce que les startups apportent. En plus, le monde technologique aujourd'hui est tellement rapide. Euh, on a besoin d'avoir des signaux de l'extérieur pour pouvoir avoir accès à toutes ces technologies. En général, dans des processus industriels, on est sur euh, des temps longs, parce que l'industrie a besoin de capitaliser sur un temps pour pouvoir créer de la substance. Et c'est quelque part incompatible avec le développement technologique moderne. Donc, on met les industries devant des choix très durs, en même temps capitaliser sur le temps long et être aussi capable, donc, en même temps, de changer vite, ce qui est très schizophrène. Et donc, c'est pour ces raisons-là, pour ce type de raisons, et on a besoin des startups en étant ceux qui portent l'innovation et qui peuvent injecter dans ces temps longs, de temps en temps, de l'innovation. Pas toute l'innovation qui est apportée par les startups va fonctionner. Les taux de succès sont relativement petits. Mais il suffit d'avoir de temps en temps quelques succès pour pouvoir alimenter la machine de temps long et pouvoir faire des vrais changements. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais rebondir là-dessus, peut-être avec votre expérience différente. Vous êtes passé par un grand groupe avant. Quel, justement, retour d'expérience vous avez entre la fois cette casquette avant d'un grand groupe et maintenant que vous êtes dans le monde de la startup, vous savez, est-ce que ça fait sens, ce que Marius vient d'expliquer? Oui, alors complètement. Je dirais que la grande question dans le grand groupe, c'est comment on va gérer le risque. Parce que quand on a X centaines de milliers de personnes, il faut arriver à ce qu'on travaille dans la mission commun. Et la culture du groupe va souvent être axée sur la gestion des risques, qui va être un frein à l'innovation. Si on va, pour gérer les risques, on va mettre des standards partout, euh, ce qui va souvent malheureusement conduire à des responsabilités des gens qui suivent le standard plutôt que de le challenger, parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité, l'autorité, la capacité de décision de le challenger. Et donc, c'est vrai que dans ma vie passée, j'étais souvent un pirate. C'est-à-dire que pour innover, faire les choses différemment, ça voulait dire sortir du standard et donc ne pas respecter les règles. Je dirais que quelque part, on avait déjà une approche startup, c'est possible dans les groupes. SpaceX, Tesla le montre très bien que des groupes qui ont cette envie, ou Facebook maintenant, c'est aussi un groupe qui prend des risques, enfin Meta. On a des groupes qui ont intégré cette culture du risque de la startup et donc qui acceptent que leurs équipes prennent du risque pour innover. Mais c'est quelque chose qu'on peut constater dans les groupes historiques qui ont des décennies, voire des centaines d'années d'historique en fait. Parce que c'est des structures qui, Marius parlait d'amélioration continue, quand on s'améliore sans arrêt, on veut toujours faire mieux. Et les grands groupes, bah, ils font mieux, mais s'ils font mieux, ils mettent des standards. S'ils mettent des standards qui s'améliorent sans arrêt, il y a moins de latitude, parce que le standard s'optimise en permanence. Et au bout d'un moment, on est dans un carcan qui empêche de penser différemment, parce que la culture d'entreprise va être axée sur la fierté de déployer ces standards. Si on peut construire le succès de la société, mais qu'il faut aussi challenger pour évoluer et pour innover, pour faire les choses différemment. Donc, je dirais, c'est possible d'innover dans les grands groupes à partir du moment où il y a cette culture de la prise de risque et cette autorité qu'on va laisser aux équipes d'être capables de challenger les standards. Si on leur demande d'appliquer les standards, on ne leur demande pas d'innover, c'est contradictoire. Si on leur demande d'appliquer un standard, mais s'ils trouvent mieux d'en proposer un nouveau, là, toute la structure peut innover. Donc, voilà, je ne pense pas que ce soit une fatalité, mais c'est vrai que les groupes établis doivent clairement lutter avec leur culture historique pour être capables d'innover. Pour vous, c'est clair, ça fait sens avec l'esprit rebelle, Complètement. voilà, cette capacité à questionner. Je vais peut-être un peu poser cette question.
pourquoi, vous avez parlé notamment d'entreprises américaines, pourquoi est-ce qu'en France, il y a ces standards-là? Qu'est-ce qui justifie encore plus le fait que les grandes entreprises n'arrivent pas encore à bien innover, contrairement aux startups? Est-ce que, donc vous avez évoqué ce problème un peu culturel, structurel, c'est un mélange des deux. Pourquoi est-ce que certaines arrivent, comme vous avez fait l'exemple? Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Oui, je pense que tu as dit le mot important, c'est culturel. Euh, et d'ailleurs, même quand on a des rebelles chez nous, qu'est-ce qu'ils font? La première chose, ils regardent plutôt à l'ouest et ils passent l'océan de l'autre côté pour être rebelles de l'autre côté. Bien sûr que la France, c'est pas un pays en soi rebelle, même s'il y a de la rébellion qu'on voit de temps en temps. Mais quand on compare avec l'appétit de risque et la prise de risque, surtout dans le milieu industriel, on peut dire que culturellement, c'est pas beaucoup d'appétit pour le risque. Euh, Ce qui n'est pas forcément incompatible avec l'innovation, parce que parfois, il faut prendre des risques, mais il faut aussi bien quantifier les risques. Pas tous les risques sont bons. Mais pour pouvoir, c'est aussi un calcul statistique. Il faut prendre, il faut avoir beaucoup d'opportunités, faire beaucoup d'essais, et donc arriver, comme je disais tout à l'heure, de temps en temps d'avoir un success story. Et ça vient aussi avec la capacité de soutenir un business. Parce qu'on peut essayer une fois, deux fois, si ça ne marche pas, déjà culturellement, on n'est pas bien vu, mais il y a aussi une question euh, très terre à terre qui est la question financière. Est-ce qu'on a les rangs solides pour prendre des risques et perdre suffisamment de temps pour que de temps en temps, on a des succès. Donc, je pense qu'il y a la culture du risque. Et la nouvelle génération, nous, on les voit parmi nos étudiants, ont le sens de la rébellion, c'est plutôt positif. Et après, il y a aussi la question des moyens, parce que, bien sûr, il faut pouvoir soutenir cette possibilité de faire des tests. Merci d'avoir évoqué justement cet aspect-là, surtout pour les étudiants. Je reviendrai après. Euh, j'ai posé une question à vous pour voir un peu l'après de la startup, c'est-à-dire la relation avec l'entreprise. Parce que les startups sont généralement absorbées par les grands groupes. Euh, comment ça se passe, comment ça se gère? Je pense par exemple à des étudiants qui sont à la genèse, qui se lancent avec un projet. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour la suite? Comment se passe l'intégration de certaines entreprises? Quelles relations ça change, etc. de votre Alors, déjà, je voudrais dire quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est que vendre n'est pas une fatalité. C'est pas fort. Enfin, moi, j'ai pas créé Shift avec mes associés pour la vendre, hein, clairement. J'ai créé pour quelque chose, pour construire quelque chose où on était utile en utilisant des compétences qu'on avait développées sur les dernières décennies. Je travaille sur ces sujets moi, à titre personnel. Voilà, donc 2016, je travaille sur l'opérateur augmenté. C'est un point important de ma vie. Et on a créé Shift en se disant on peut apporter quelque chose là-dedans et le diffuser. Avec l'ambition de rendre accessible à toutes et à tous les technos immersifs. Et pas à des informaticiens, pas de dépendre de 3D, de choses complexes. Euh, et dans cet objectif-là, on ne construit pas ça, surtout quand on voit tous les efforts que ça demande pour leur vendre dans 3 ans. Ce serait dans n'importe quel incubateur, on vous dit, voilà, vous allez commencer par lever des fonds, faire des PowerPoint, et puis vous allez lever des fonds, c'est le bon moment, allez-y, vous avez une idée intéressante, vous n'avez rien fait, vous n'avez rien vendu, mais allez-y, vendez un truc que vous n'avez pas, et puis derrière, il faut le vendre, et ensuite, boum, jackpot, vous créerez votre fonds et vous aiderez les petits jeunes comme vous. Nous, on ne le voit pas comme ça. Donc déjà, ce n'est pas une fatalité, on peut développer notre chose, notre solution. Alors nous, avant de lever des fonds, on a commencé par se dire, déjà, il faut vendre, être rentable, et ensuite, on lèvera des fonds. Mais on lèvera probablement beaucoup plus que si on avait commencé par lever des fonds avant de vendre quoi que ce soit. Ça, c'est le premier point. Construire quelque chose, construire un leader mondial, ça prend 10 ans. Donc, si on veut penser avec un peu d'ambition, on ne va pas vendre un truc dans 3 ans. Maintenant, si je me pose dans l'hypothèse, OK, on a décidé de vendre, on vend à un grand groupe. Effectivement, en général, c'est les grands groupes qui achètent. Euh, donc, on vend à un grand groupe. Si on a envie de transmettre, c'est-à-dire si on vend pour donner plus de chance à l'impact de la structure qu'on a créée avec notre sang, avec notre sueur, etc., d'être plus important encore, on va faire gaffe à bien choisir le grand groupe qui va être capable de laisser l'autonomie à la start-up de continuer à vivre. En fait, un succès, c'est rare, c'est sûr. C'est-à-dire que quand une start-up marche vraiment, il n'y en a pas 50. Enfin,
pas beaucoup, mais je veux dire, c'est sur toutes celles qui se lancent, il y en a plein qui échouent et la majorité échoue. Donc ceux qui gagnent, elles gagnent parce qu'elles ont trouvé l'étincelle magique qui fait que ça marche. C'est une alchimie entre les fondateurs, le marché, un moment, un produit. Euh, Si cette alchimie, elle est absorbée par un groupe qui se dit, ils ont une techno géniale, mais cette alchimie, je vais prétendre la garder en l'intégrant à mes process à moi et mes standards à moi, ça n'a aucune chance de marcher. Donc, il faut que les grands groupes aient le respect de cette réalité qui est de se dire, on intègre quelque chose qui a marché parce qu'il y a eu une alchimie à un temps donné, on va apporter avec notre grand groupe quelque chose de génial, c'est la scalabilité. Et Marius parlait de l'effort, la capacité financière aussi de supporter une croissance, un développement plus massif, que ce soit verticalement ou sur d'autres domaines d'activité, etc. Mais si on détruit ce qui a fait le succès de la startup, en fait, ça n'a pas de chance de marcher. Donc, et ça, je l'ai vu tellement de fois dans beaucoup Vegeta, ils absorbaient plein de techno, ça disparaissait. Parce que soudainement, il fallait appliquer plein de standards qui ne correspondaient pas du tout au business model, qui étaient complètement hors sol par rapport au business model de la boîte. Et le succès du grand groupe dans ces domaines n'a rien à voir avec le succès qui a permis à la startup de se développer et de réussir, en fait. Donc, je pense qu'il faut avoir ce réalisme de se dire, la startup, elle a réussi parce que telle et telle et telle raison. Le grand groupe, il a réussi pour d'autres raisons, parce que. Et donc, quelle est la synergie entre les deux? Si le grand groupe a les capacités industrielles, parce que la startup a créé un produit génial, mais qu'elle ne sait pas le faire en quantité, le grand groupe peut apporter son expertise pour le produire en quantité. Mais surtout pas d'intégrer à la startup ces process de controlling, de coût d'achat, etc., parce que ça va la tuer. Ça va casser cette alchimie qui est magique. Donc, il y a vraiment ce. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes qui, malheureusement, se disent on est gros, donc on est meilleur, on intègre une startup sur une bonne idée, mais qui ne voient pas cette dimension. La startup, elle a réussi, elle a construit un truc. Ce n'est pas juste une idée, ce n'est pas juste un produit. Le produit n'est pas né par hasard. Il est né de la culture de ses fondateurs et du fonctionnement de la startup. Si on casse ça, on casse la startup. Donc, elle peut moins investir dedans pour la racheter si on casse ce qu'on achète. Donc, il y a ce côté, comment l'intégrer pour la préserver. Donc, je pense que ça implique nécessairement une forme d'autonomie dans la startup qu'on a achetée. Merci beaucoup pour ces explications. C'est sur les étapes finales de la startup, avec l'intégration ou non. Ça nous mène à la question pour vous deux, peut-être commencer par Marius, sur la genèse. Je pense notamment aux écoles qui ont des incubateurs, aux étudiants qui nous regardent, qui peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, vous avez fait état de, pas forcément d'objectif en soi, d'être acheté par un grand groupe. Quel état d'esprit il faut avoir pour lancer dans l'industrie quand on est étudiant, comment compter sur les incubateurs dans les écoles, euh, qu'est-ce qu'il faut viser au début, voilà, pour si vous adressez à quelqu'un qui est un peu novice. Ouais, j'aime beaucoup cette question parce que je suis aussi enseignant-chercheur. Et donc, pour moi, le premier conseil, c'est allez-y dans les laboratoires de recherche en France. C'est quelque chose, c'est comme une richesse que personne ne voit. Il y a des gens qui voient. Mais si on compare les connaissances qui sont dans les laboratoires, je parle des connaissances, je ne parle pas de produits, je ne parle pas de la transformation de ces connaissances en quelque chose d'utile. Mais si on fait juste le on va appeler ça le PIB connaissance. Le PIB connaissance en France, je pense que c'est au moins 3 fois supérieur que le PIB connaissance de n'importe quel pays au monde. Mais ça, c'est une richesse qui n'est pas visible. On voit qu'il y a plein de chercheurs, on voit qu'il y a plein d'organisations, on voit que de temps en temps, ils ne sont pas contents qu'ils n'ont pas de financement. Et pourtant, en production de recherche, par tête d'habitants, le pourcentage est assez important. Bien sûr, on n'est pas les seuls au monde et il y en a d'autres qui sont aussi bons parce qu'ils ont envie d'être plus loin, parce qu'ils sont déjà plus nombreux. Mais pour nos étudiants et pour ceux qui veulent évaluer les en France, pour moi, la première chose, et ça coûte rien, Google Search, ça fonctionne, faites l'état de l'art de quels sont les labos qui traitent du problème que vous voulez résoudre. Et vous allez être surpris qu'il y a au moins quelques chercheurs qui travaillent sur ce problème depuis 10 ans et qu'ils ont peut-être les solutions. Ils n'ont jamais, eux, pensé à le mettre sur le marché, parce que ce n'est pas leur boulot, mais ils ont la solution technique. Donc, et je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez bien en France. Cette connexion entre les laboratoires de recherche et l'industrie. Et bien sûr, il y a plein d'organismes qui essayent de faire ça. C'est un problème qui est identifié.
pas quelque chose de nouveau, mais on n'est pas suffisamment capable. Moi, j'appelle ça la culture barbecue, et j'ai une anecdote aussi, parce que ça fait quelques années, j'étais dans une conférence aux États-Unis et je leur parlais très fièrement de notre concept de faire des projets collaboratifs avec les académiques, avec les industriels. En plus, on va à l'Europe, on fait des projets européens et assez fiers de notre grand mécanisme. Et j'ai posé la question, on était en Californie, vous faites comment en attendant d'avoir une réponse aussi grandiose que la nôtre? Et il y avait quelqu'un à côté de moi qui dit, bon, moi, il était un ancien chercheur et il a créé une société, il a vendu cette société à une grande entreprise qu'on ne va pas citer, mais il a deviné. Et je lui ai dit, comment tu as fait? Quel était le consortium dans lequel tu as pu contacter? Et il me dit, ben non, moi j'aime bien les barbecues, j'organise des barbecues et un des voisins avait un ami qui travaille dans une boîte, il est venu le week-end chez moi et le lundi matin, j'ai vendu ma boîte. Et j'étais complètement tombé par terre. Comment est-ce possible? Un barbecue, c'est 50 euros. Donc, investissons dans des barbecues pour en c'est complètement incompatible avec ce que nous faisons. Dans le sens, et on met beaucoup d'argent et on met beaucoup de moyens pour faire ces consortiums. Et on se retrouve tous autour de la même table, mais on parle des choses, peut-être chacun sait de quoi il parle, mais la temporalité n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs, on a des petites sociétés, on a des grands industriels au même moment. Mais il y a une chronologie dans la création de quelque chose. Donc, il vaut mieux avoir une start-up avec l'académique qui travaille sur un sujet, trouver sa niche, imaginer peut-être un usage économique, et une fois que cette niche est trouvée, aller voir un grand industriel, peut-être une banque. Et donc, c'était un exemple, peut-être il y en a d'autres, pour dire que malgré le fait qu'on a bien identifié le problème et qu'on met les moyens, il y a quelque chose dans notre manière de faire qui n'est pas toujours bon. Ça rejoint ce que vous disiez avant sur la culture. Encore une fois, on a une sur la culture américaine. Mais je ne dirais pas que c'est américain. Nous aussi, on est capable de faire ça. C'est pas bon. Eux, ils font ça par nature. Mais il n'y a rien qui empêche d'avoir ces recettes marcher n'importe où dans le monde. Juste que Merci beaucoup. Je vais poser la même question sur un peu, tout à l'heure parler de la finalité, un petit peu des étapes. Après, maintenant, les premières étapes d'une startup, en restant dans l'industrie, d'ailleurs, s'il y a des particularités que vous observez dans l'entrepreneuriat particulier lié à l'industrie, c'est aussi le bon moment d'en parler pour, cet- sur cet esprit de recherche de personnes qui vont se lancer dedans. Alors, nous, on s'est pas lancé par hasard, hein, parce que ça découle directement des partenariats académiques qu'on a fait avant, pendant des années. Il y avait en plus, Chiffre 89, on a été incubé à IMT Startup, qui a contribué aussi à nous challenger. C'était ça, je pense, le gain le plus important pour nous, c'était d'avoir vraiment des gens d'expérience qui mettaient le doigt là où ça faisait mal, mais pour nous accélérer, nous aider à gagner en maturité. Après, ce que je pourrais conseiller aux startups, c'est d'aller voir le terrain, d'aller voir les entreprises, parce que c'est le plus important en fait. J'en ai vu beaucoup, notamment dans le domaine où on travaille nous aujourd'hui, Shift, où elles restent dans un monde théorique et elles ne connaissent pas leurs clients, et donc elles ne connaissent pas leurs problèmes, et donc elles font un produit que personne n'achète. À l'inverse, nous, notre force, c'est que comme on a bossé des années dans l'industrie, on a acheté un produit qu'on aurait rêvé d'acheter hier, en fait, qui n'existait pas. Donc on l'a conçu pour répondre, grâce à tous les travaux de recherche et à cette culture du partenariat de recherche qu'on a, on a construit la solution qu'on rêvait d'avoir et qui correspond à des problèmes de conserver les savoir-faire, transmettre les savoir-faire, permettre d'apprendre en autonomie sur le terrain, et tout ça avec une facilité déconcertante pour des gens qui d'habitude, des opérateurs, des compagnons, des techniciens, des gens qui sont qu'on appelle souvent les cols bleus, où on ne va pas forcément investir beaucoup en termes de technologie d'habitude. C'est-à-dire que les nouvelles technos, souvent, c'est pour les cadres, c'est pour les gros salaires, etc. Alors que la valeur, en général, elle est créée par ces gens du terrain. On l'a vu avec le Covid. Finalement, eux sont très importants. Euh, ce que je pourrais, enfin, si je pouvais donner des conseils aux startups, c'est un, essayer de bien dormir parce qu'il faut que ça fonctionne. Passez pas de temps sur vos écrans, soyez focus.
et puis aller sur le terrain. Et comme dit Marius, effectivement, n'y allez pas seul, faites-vous entourer de gens qui ont déjà causé la problématique. Euh, et c'est vrai que les chercheurs ont déjà, souvent depuis des décennies, abordé des technologies. Si on prend la réalité augmentée, des casques comme ça n'existent pas depuis des décennies. Mais les chercheurs travaillaient quand même sur des problématiques depuis des décennies, avec des prototypes, avec des moyens de laboratoire qui étaient différents. Donc peut-être moins concrets pour les appliquer, mais ils avaient déjà soulevé des problèmes et proposé des solutions sur tout un tas de cas d'usage, en fait. Euh, en plus, comme disait Marius, la recherche, vous allez sur Google Search, vous avez Google Scholar, vous avez plein de publications qui sont disponibles gratuitement. Ça permet d'enrichir la réflexion, de l'ouvrir, d'accélérer. Donc voilà, les startups, l'important, c'est qu'elles apprennent la vraie vie. Si c'est des jeunes étudiants qui essayent sur le terrain pour comprendre la vie. Quand on travaillait avant et que j'ai intégré les doctorants, on était dans une usine qui faisait des chaudières. Le premier truc que j'aurais fait faire, c'est d'aller faire des chaudières, d'aller fabriquer des chaudières. Non, c'est les docteurs, hein, je veux dire, c'est des futurs docteurs. Donc, futurs docteurs, ils vont me dire, mais pourquoi tu me fais faire des chaudières? T'es frappadingue, je veux dire, je fais une thèse. Bah oui, mais non, parce que si tu veux aider les gens à fabriquer des chaudières mieux demain que la réalité augmentée, déjà commence par comprendre comment on fait, quels sont leurs problèmes, quel est le quotidien concret. Mettre tes chaussures de sécurité, tes gants, tes manchettes, et puis tu vas sur le terrain. Et quel que soit le domaine, je pense que c'est le plus important. Parce que être confronter la techno, notre bonne idée, notre innovation à des utilisateurs, c'est ça qui permet d'accélérer le plus vite. Merci beaucoup. Ça me prend un peu un plan maintenant. On a parlé un peu du début et l'étape finale. Là, il reste l'étape en fait centrale, c'est-à-dire on s'est lancé, on a suivi vos conseils, on est allé sur le terrain, on a récolté. On sait que les startups, il n'y a pas forcément beaucoup de succès, c'est pas quelque chose, c'est pas une entreprise auquel on va se lancer, ça va forcément avoir beaucoup de chances de réussir. Euh, on n'est pas encore à l'étape de notre entreprise fonctionne, elle va être achetée. Comment gérer cette étape du milieu? Est-ce qu'il faut des marchés? J'imagine qu'il faut accepter la critique. Si justement on a ce côté challengeant, on va se faire challenger nous-mêmes. Peut-être commencer, voilà. J'alterne par vous qui peut-être on avait accompagné et puis vous qui avez réussi à passer à travers cette étape. Oui, je vais laisser plutôt Emmanuel parler de ça. Et il y a une leçon que je peux raconter, c'est comme disent encore nos amis les Américains, if you have to fail, fail quick. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas insister sur les idées qui vont nulle part. Plutôt, prenez le risque, casser la baraque. Et si ça se casse, c'est pas grave. C'est exact. Et c'est un des atouts des startups. On a encore le temps et l'énergie pour essayer des choses. Et on se trompe. Celui qui ne se trompe pas n'est pas encore né. Donc, trompons-nous vite pour pouvoir nous tromper plusieurs fois. Et je pense que ça doit être probablement ceux qui commencent à faire des startups pour ça déjà inné, parce que sinon ils ne font pas de startups. Ils peuvent prendre un salaire sur leur constructeur. Mais il faut avoir aussi le courage d'avoir des échecs. Merci beaucoup. Et vous qui avez vécu ce parcours-là. Alors, oui, évidemment, c'est sûr que s'il faut se planter, bah, ça arrive le plus vite possible. Euh, je dirais que la prise de risque, c'est sûr que c'est plus facile de faire une startup quand on n'a pas d'enfant à charge, pas de maison à payer ou autre. Parce que, pendant, ça implique des conséquences directes sur la qualité de vie de sa propre famille. Euh, Quand j'ai dit que j'étais dans le groupe industriel, j'avais un très beau poste. Ma femme m'a regardé avec des grands yeux, elle m'a dit, t'es sûr? Je lui ai dit, oui, j'ai besoin de le faire. Oui, mais bon, mais la maison. Je lui ai dit, bah, t'es sûr que tu vas réussir? Je lui ai dit, non, peut-être que dans 2 ans, on sera obligé de la vendre. Alors bon, moi, je suis trop transparent. Enfin, voilà. C'était pas évident, mais j'avais besoin de le faire littéralement. C'est-à-dire que j'avais besoin de plus de liberté, d'être capable d'amplifier l'impact que je pouvais avoir et des compétences que j'avais développées. Et je pensais peut-être un peu précieusement que ça pouvait servir plus de monde. Euh, donc j'avais besoin de me lancer. C'était viscéral, c'était interne, et c'est aussi ça la passion, quoi. C'est-à-dire, on a besoin de le faire, ça nous porte, et ça nous fait faire des choses un peu folles parfois, comme faire un peu de job, etc. Alors qu'il n'y a pas forcément de la logique de se rester. Euh, Par contre, ça permet aussi de déverrouiller plein de choses. Et le fait d'accepter la critique, évidemment, c'est la base de la base. C'est pas une critique,
enfin, c'est la critique, le fait d'avoir des retours terrain qui nous disent si ça ne marche pas, c'est génial parce que c'est ça qui permet de penser plus loin, de repenser le truc et de repenser 20 fois sur le coup pour simplifier, améliorer, optimiser et puis, comme disait Mario, changer si ça ne marche pas. Et puis si on sent que ça marche, parce que quand même les gens ils disent ouais, j'aimerais bien ça, mais ouais, c'est dommage, ça ne marche pas, mais j'aimerais bien. Bah, faut foncer. Et quand on est jeune, c'est plus simple parce qu'on peut plus facilement y passer ses nuits, parce qu'on peut plus facilement y aller avec en baissant son niveau de vie si nécessaire. Je veux dire, moi, quand j'ai les parents, au pire, mais voilà, ça marche. C'est simple. Quand on le fait plus tard, c'est plus dur. Donc, quand on se développe ensuite, quand la boîte se développe, ce qui est génial, c'est qu'intellectuellement, il faut tout faire. Alors, ce qui est moins génial, c'est que dans mon cas, faire de la comptabilité, ça ne m'a jamais excité, hein, mais il faut le faire. Ce qui est génial, c'est qu'on va apprendre, par exemple, les ventes. Dans l'équipe, on est trois et on n'avait aucun background de vente. Il y en avait un qui avait un background financier et les deux autres, dont je fais partie, avaient un background technique. Et donc, apprendre à vendre, au début, on n'osait pas appeler nos prospects après 3 mois, de peur de les déranger. La personne, si on ne l'appelle pas dans la semaine, il nous a complètement oublié. C'est normal, parce qu'il vit ce quotidien, on est partout, etc. Donc, on développe des nouvelles compétences et je pense que j'ai jamais autant grandi que depuis que je me suis engagé. Parce que l'entrepreneuriat, ça permet de se développer soi-même et donc de se réaliser. À la limite que la boîte elle marche ou pas, on aura déjà vécu cette transformation, on aura appris plein de choses. Et ensuite, si ça ne marchait pas, bon là, ça marchait, tant mieux, mais si ça ne marchait pas, s'il avait fallu que je retourne dans un groupe demain, dans un grand groupe, retrouver un poste de DSI comme j'avais, ou charge de l'industrie du futur ou autre, j'aurais certainement apporté plus de choses que je ne le faisais avant. Parce que cette transformation est quand même extrêmement forte, voire violente, de la vie de la startup. C'est un sacré engagement. Par contre, ça fait grand bien. Bon, c'est clair, cette partie action rapide de temps, la dimension du temps, c'est revenu sur position. Il y a plein de questions qui me viennent. J'en profite pour dire au public et à ceux qui regardent que si ce sont des questions, on aura un petit temps à la fin pour les poser. Dans cette minute. Je vais enchaîner moi, sur. On a fait un peu toutes les étapes. Maintenant, le futur, qu'est-ce qui nous attend après? Quel est votre. C'est aussi le thème de ce live, c'est le rôle des startups industrielles dans la transformation de l'industrie traditionnelle. Donc, on a vu après le Covid, les startups prises au sérieux. Il y a quand même une grande différence de culture. Qu'est-ce que pour vous, quel est l'avenir, à l'horizon, je ne sais pas, 10, 100, 15 ans, des startups dans l'industrie en France? Est-ce qu'elles vont être de plus en plus euh, respectées, voire est-ce qu'elles vont prendre la place de grands groupes votre plan peut-être en tant que chercheur, puis ensuite. En tant que futuriste amateur, oui, c'est une question très difficile. Mais ce qui est à peu près sûr, je suis à peu près sûr que dans 10 ans, beaucoup de choses qu'on n'imagine même pas vont arriver. Et il faut plutôt se préparer à des choses relativement difficiles, beaucoup plus dynamiques. Notre logiciel est en plus, je ne suis pas le plus âgé de l'assistance. Mais même notre logiciel à tous, probablement même le logiciel des jeunes, parce que c'est les anciens qui l'ont appris, il n'est pas le bon pour le futur. Qu'est-ce que le concept des startups apporte et que ça, on peut l'utiliser, c'est cette facilité à se dire qu'il faut s'adapter au monde. Les startups ont ça par nature. Déjà, si on apprend ça, pour préparer notre futur, c'est déjà bien. Les transformations technologiques d'aujourd'hui sont énormes. Je ne sais pas si tous ces gens-là se rendent compte, parce qu'apparemment, ils sont encore sages et ils n'ont pas commencé à se bagarrer. Mais notre futur va être très difficile. Euh, Ça va être très difficile parce qu'il va falloir faire face à des choses qu'on n'est pas habitué du tout. Et seulement si on centre sur comment notre travail. J'ai des enfants qui sont au collège maintenant et je me pose tous les matins la question, qu'est-ce que je dois leur apprendre pour mieux le préparer? Et j'arrive pas à avoir la réponse parce que tous les 3 semaines, il y a une nouvelle innovation qui montre que ce qui était avant très sûr, comme la valeur travail, commence à devenir très flou. Et je ne sais pas exactement quel va être le travail d'ici 10 ans. Je vais commencer
poser la question, quel est le rôle des experts? Bien sûr qu'il y aura des grands industriels, bien sûr qu'il y aura ceux qui vont apporter les innovations, mais combien d'entre eux vont être dirigés par beaucoup de personnes? Combien d'entre eux vont être dirigés par des idées qui ne sont pas des idées humaines? Et c'est pas de la science-fiction, c'est de la vérité. Même dans notre travail de chercheur, ça a un impact dans notre travail d'enseignement, ça a un impact énorme ce qui se passe depuis un an ou deux. Et ça va impacter tout, inclusivement, comment on produit les choses, comment on les conçoit et comment même parfois on les utilise. Donc, un futuriste amateur, je ne sais pas vous dire la réponse, mais ce qui est à peu près sûr dans ce que je pense, c'est que le besoin d'adaptation est quelque chose qu'on doit apprendre à tous, à nos enfants, mais même à 30 ans. Ah, vas-y, sois plus optimiste. Alors moi, enfin, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi, les grandes questions que je me pose, c'est qu'est-ce que je dois transmettre à mes enfants pour qu'ils soient en sécurité, en bonne santé et heureux. C'est vraiment le truc auquel je pense tout le temps. Et je suis fan de science-fiction aussi, donc c'est des sujets qui, qui- qui interpellent en permanence parce qu'en ce moment, il y a tout le temps des nouvelles technologies, il y a des trucs à la mode qui sort et qui va impacter profondément la société. La science-fiction, c'est ça, hein, c'est comme une techno façonne la société et les gens. Et là, on parle de l'IA et on voit que le début de ce qui arrive. Euh, mais, euh, mais le monde de demain sera en permanence en changement, en mouvement, et certainement que, on verra à quelle échéance, mais les machines vont être capables, oui, de nous remplacer dans plein de domaines parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voudra plus faire. On va dans les écoles aujourd'hui, il y a plein de choses que les jeunes ne veulent plus faire parce qu'on considère que ce n'est pas, voilà, c'est pas des métiers nobles ou autres. Alors, parce que aussi, la culture populaire va valoriser certaines images. Typiquement, donc nous, on travaille pour les gens qui font des choses sur le terrain, les gens manuels. Euh, et on n'est pas préparé à tous les changements qui arrivent. Je suis allé, là, je venais sur deux stands de fabrique de machines, qui vendent des grosses machines à plein d'industriels. Et il y en a deux qui m'ont fait la même remarque avant de tester et qui m'ont dit, c'est peut-être un peu tôt, on n'est pas prêt pour ça. Je leur ai dit, vous savez, ça marche, testez, donnez-moi 10 minutes. Vous allez tester, et après, quand vous avez testé, quand vous aurez testé, vous pouvez me dire si vous êtes prêt pour ça. Et après avoir testé, ils se disent, ah, c'est super simple. Mais on a tous, à notre niveau, ce logiciel, cet a priori sur plein de choses. Et sur le fait qu'on n'est pas capable de, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas envie, parce que ce n'est pas dans nos valeurs, etc. Enfin, peu importe. Alors que les vagues technologiques vont effectivement changer le monde à une vitesse assez effarante. Et si on prend juste l'exemple des techniciens, les techniciens, les opérateurs des usines, etc., des métiers qui ne sont pas très valorisés, les agriculteurs, on a vu la crise, ça n'a rien dans notre frigo, c'est compliqué. Donc on a tous besoin d'agriculteurs, forcément. Euh, Aujourd'hui, ces métiers-là, ils ne vont pas être remplacés par de l'IA demain. Peut-être après-demain, si les robots mécaniques avec de l'IA vont être capables de remplacer certains jobs. Mais dans une première vague, l'IA, ça va être surtout les métiers intellectuels qu'elle va remplacer. C'est-à-dire beaucoup de gens ici voilà, qui pensent, qui créent des trucs, etc. Et à l'inverse, ces métiers qu'on a dévalorisés pendant des années, ils vont revenir. On l'avait avec le Covid déjà, hein, les métiers essentiels et plein d'autres métiers qui n'étaient pas dans les catégories, mais on s'est rendu compte que finalement, il nous manquait beaucoup quand on ne pouvait plus y aller ou bénéficier de leurs services. Et donc, tous ces métiers terrain, finalement, je pense aussi aux métiers d'aide à la personne, mais en EHPAD, c'est-à-dire des métiers que peu de gens veulent faire et qui sont payés au lance-pierre, alors que qu'est-ce qu'il y a de plus important qu'accompagner quelqu'un jusqu'au bout de sa vie? D'un point de vue social, c'est fondamental. Et en plus, dans des pays vieillissants. Donc, la techno va tout changer, ça c'est clair. Pareil, voilà, je suis pas un futuriste professionnel ou je ne sais quoi. Je peux juste voir, en analysant une techno comme ça, quels peuvent être les impacts à 5 à 10 ans, et encore, à 5 à 10 ans, je vais certainement beaucoup m'occuper. Déjà à 7 ans, je vais m'occuper pas mal. Euh, mais ce qu'il faut, je pense, c'est avoir en tête l'idée qu'on va tous devoir évoluer en permanence, et pas que les jeunes. Déjà, tous ceux qui travaillent aujourd'hui vont certainement faire plein de métiers dont ils n'ont aucune idée. Sur mon parcours, j'étais chef de projet, directeur informatique, en charge de l'industrie 4.0. J'ai fait des formations, après j'ai appris dans la startup tous les métiers possibles et imaginables d'une startup. Euh, Ça va de faire du découpage à faire créer des visuels avec Midjourney, avec de l'IA donc, pour les présentations qu'on fait à l'armée. Enfin voilà, c'est extrêmement large.
c'est génial, c'est passionnant, c'est stimulant. On a besoin d'être spécialisé pour quand même avoir une valeur pointue dans un domaine, mais il faut aussi être capable de se réinventer demain pour peut-être se re-spécialiser dans autre chose, peut-être générique pour être capable de s'adapter, sur les machines de foot, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est sûr que sans être positif ou négatif, je lis trop de science-fiction pour savoir que oui, là on vit une période fondamentale où même notre ADN peut changer demain et être programmé, quoi. Donc je veux dire, ça va aller très très loin. Typiquement, la viande, tout le monde dit ça pollue, c'est pas bien, etc. Si demain elle est créée en labo avec peu de production d'énergie, on pourra manger de la viande. Par contre, ça va faire du changement côté les prés, où on voit des vaches, où les usines de vaches, on ne voit pas les vaches, c'est 80-90% de la production, c'est vrai d'ailleurs, sont fermées. Et puis ça va peut-être disparaître et être remplacé par des petits cubes qui fabriqueront la nourriture peut-être directement chez nous, quoi. Donc, tout va bouger. La question, c'est ouais, quelle est la plasticité du cerveau qu'il faut inculquer à nos enfants et même à nous-mêmes, parce que ce changement va extrêmement vite. Merci beaucoup pour ces deux réponses. Ça mène à une dernière question avant qu'on commence les questions générales. La dernière question, c'est vous allez faire un état de deux choses. D'un côté, euh, il y a l'utilisation des nouvelles technologies et de l'autre côté, parfois, qui peut être obsolète, qui ne va pas être dans le bon sens. Donc, ma question, ce serait, est-ce que l'innovation aujourd'hui, elle répond aux beaux enjeux? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'innovations, je parle pour mes collègues étudiants, qui vont beaucoup vers l'IA, justement, vers le digital. Est-ce que c'est le bon côté que cette innovation aujourd'hui, est-ce qu'elle répond aux beaux enjeux, aux enjeux, ou alors non, en fait, il faudrait plus se concentrer sur des innovations pour la sobriété, pour des systèmes plus durables? Est-ce que on a l'impression que c'est la priorité, en tout cas, de l'entrepreneuriat? Ouais, je pense que c'est plutôt l'usager qui donne la valeur bonne ou mauvaise à l'outil. Bien sûr, il y a consomme de l'énergie. Okay. Donc, il y a un mouvement qui est relativement important technologique à miniaturiser de plus en plus, à mettre sur des chipsets dédiés pour aller dans le bon sens d'utiliser moins d'énergie. Sur ça, il faut avoir confiance dans l'intelligence humaine. On sera capable de la rendre encore plus sobre. Et ça c'est toujours passé comme ça. Il y a pas de raison pour croire que pour l'IA, on va falloir utiliser plus d'énergie qu'il faut. Mais après, c'est l'usage même. Qu'est-ce que cette énergie consommée? De toute manière, tout est que transformation d'énergie. C'est pour ça qu'on est sur cette planète. C'est ça tout le temps. Donc, l'usage, comment cette énergie qu'on consomme va être utilisée. Et ça va être utilisé pour des choses qui apportent du bien, de bon à l'humanité entière ou à des personnes. Ou est-ce que c'est juste pour visualiser des vidéos? Par ailleurs, je suis aussi responsable du groupe de standardisation EPEC 3D. Et une de mes frustrations, c'est qu'on a travaillé pendant une trentaine d'années sur le codage vidéo. Et une de mes frustrations aujourd'hui, c'est de voir l'usage de la compression vidéo. Je ne veux pas citer des noms des plateformes qui font que de la vidéo de chat, souris et d'autres trucs encore moins intelligentes, mais c'est pas dû à la technologie même. Quand on a inventé le codage vidéo, c'était pour avoir de la télévision numérique, pour avoir du contenu de bonne qualité. Toutefois, aujourd'hui, 80% des vidéos qui sont transférées et qui consomment beaucoup d'énergie sont des vidéos qui n'ont aucun intérêt, ou en limité, très limité, un intérêt très limité. Donc, et ça va être pareil avec l'IA. Ça dépend de nous en tant qu'humains, en tant qu'humanité. D'ailleurs, elle n'est pas très avancée, notre humanité, par rapport à il y a 300 ans. On a avancé beaucoup technologiquement, mais dans la compréhension de qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons sur cette planète, je pense qu'on ne peut pas trop avancer. Peut-être ces nouvelles connaissances nous aident aussi dans ce sens. Et ça va être compliqué. Et ça dépendra que de nous de faire bon usage humain. C'est très intéressant pour que vous soulevez. Donc, c'est effectivement l'innovation ne répond pas forcément à des enjeux qui sont utiles, mais qui répond à des enjeux qui sont souhaités par la société, en fait. C'est répondre aux volontés de la société qui sont parfois pas raisonnables dans le sens durable du terme. Est-ce que vous partagez cet avis-là sur est-ce que l'innovation aujourd'hui répond vraiment aux enjeux auxquels on a besoin ou au contraire aux enjeux parfois ludiques?
Alors, enfin, il y a évidemment pas qu'une seule réponse qui est positive et négative. Je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'éducation au niveau mondial, puisque ceux qui vont faire le monde de demain, ça va être surtout les enfants des pays qui sont en voie de développement, parce que c'est eux qui vont faire les consommateurs qui vont consommer beaucoup plus que les petits Français de demain. Nous, à l'échelle de la planète, aujourd'hui, on pollue beaucoup, mais on ne pollue rien par rapport à ce que le Brésil ou l'Indonésie ou l'Afrique vont faire demain avec les populations qui sont en train de croître massivement et de se développer massivement. Donc c'est toujours intéressant de regarder toujours les idées d'échelle en tête, parce que la vraie réponse, elle est là quand même, c'est de voir concrètement, au-delà de notre nombril, qu'est-ce qui impacte réellement la planète et la société au niveau mondial. Je dirais qu'aujourd'hui, la techno, comme Maurice l'a dit, évidemment, n'importe quelle techno peut être utilisée pour faire le bien, pour faire le mal. On est la bombe atomique, c'est à la fois une arme terrible et une force de dissuasion qui empêche de faire la guerre. Donc, et tout est comme ça. Regardez les drones, aujourd'hui, leur usage en Ukraine, il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé que tout le monde, ça allait être l'arme numéro un pour se faire la guerre. Euh, Certains y pensaient, mais voilà, c'était pas dans la pensée populaire de se dire je jette un drone à la Fnac et en fait ça peut être une arme de guerre. Euh, donc, je pense qu'il y a deux choses qui se passent. Il y a on a un vrai problème d'éducation et malheureusement aujourd'hui les technos grand public ne sont pas cadrés et on le voit avec TikTok, enfin c'est pas cadré en tout cas en Occident. Parce qu'en Chine, TikTok est beaucoup plus orienté pédagogique, euh, alors que chez nous c'est fait pour abrutir clairement. Et c'est tragique d'un point de vue cognitif, d'un point de vue mémorisation, d'un point de vue capacité de résister à la tentation d'une moindre publicité. Donc, enfin, il y a plein d'études là-dessus hein, qui sont édifiantes. Donc, c'est un exemple de techno qui est déployé massivement à la planète entière, sans contrôle, et alors je suis peut-être brutal, mais c'est toxique pour les générations. En gros, c'est les pratiques d'un casino qui sont dans la poche de nos enfants. Euh, Ceux qui ont des enfants comprennent que ça les révolte. C'est pas au trip, c'est insupportable. Et quand vous imaginez que demain, on sera, parce que ça, ce sera anachronique dans 10 ans. La grande question enfin, pourquoi Microsoft, Apple, etc., ils investissent des dizaines de milliards dans la réalité augmentée, c'est parce qu'ils se disent, qu'est-ce qui va remplacer tous nos écrans demain? Et quand vous aurez sous forme de lunettes, un truc capable de vous afficher des notifications en permanence, bah, imaginez un TikTok que vous trimballez tout le temps avec vous. La grande question, c'est qu'est-ce que les législateurs laisseront comme possibilité d'usage d'algorithmes? Parce que si vous laissez des choses faire comme aujourd'hui, déjà on voit le succès de TikTok et des heures que ça bouffe à tout un tas de gens, déjà en Occident. Alors imaginez l'impact dans des pays qui ne sont pas éduqués. Des gens qui n'ont pas la chance comme nous d'aller à l'école et où il y a plein de gens qui sont bac plus 5. Déjà, quand on voit l'impact sur les bac plus 5, c'est édifiant. Alors imaginez des gens pas éduqués. Et imaginez maintenant transposer ça dans un truc que vous avez toujours sur vous, des gamins, s'il n'y a aucune gestion de l'impact sur l'être humain, et on en revient à la source, on n'a pas progressé sur le fait, sur notre nature elle-même, en fait, sur l'impact de ces technos sur notre nature. J'ai l'impression que sur ces dernières décennies, on est dans le mode la techno, c'est génial, c'est magnifique, on va en mettre partout, ça change de monde, c'est waouh. On ne peut pas aller à contre-courant, c'est que du bien. Et on voit quand même qu'il faut bien l'utiliser pour faire alors, on entend sur les réseaux, il faut faire de la pédagogie. Il faut essayer de dire faire de la pédagogie. Et tous les parents de la Terre aujourd'hui, en Occident, sont en guerre avec leurs enfants sur le temps d'écran. Donc ce sera un truc que vous porterez tout le temps sur vous avec des vidéos générées par de l'IA par rapport à vos failles à vous, vous captez l'attention un maximum, parce que vous aurez des vidéos qui seront générées que pour vous par rapport à tout votre passif, de ce que vous aimez, de vos fêlures, de ce que vous n'aimez pas, etc. Comment y échapper? Comment avoir autant de cerveau? Comment utiliser votre vie pour quelque chose qui est utile et qui vous plaît, utile pour vous, utile pour la société? Ça, je pense que c'est l'enjeu numéro un de la société de demain. Et déjà aujourd'hui, ce n'est pas adressé, alors que demain, ce sera beaucoup plus agressif. Voilà, Si je peux compléter Emmanuel ici, je pense que notre monde futur ne va pas être un monde de travail, mais ça va être un monde de divertissement. Et c'est pas qu'on veut ou on veut pas. Ça va être comme ça. On aura de plus en plus de divertissement et de moins en moins de travail parce qu'il n'y aura pas de travail. Mais bon, en fait, parce que là, on discute ici d'innovation technologie et on est tout content de faire de l'innovation technologie, mais de temps en temps, il faut aussi s'arrêter, prendre un peu de recul et dire, et on fait ça, pourquoi et quel va être le vrai usage
ça va être dans la nature. Tout à fait, vous avez bien questionné qu'est-ce qui motive l'innovation écologique. Sur l'attention, vraiment, la culture de l'attention, c'est pas forcément une motivation saine, c'est une belle façon de conclure, de conclure aussi le débat, un petit peu inquiétant, optimiste. Et il reste quelques minutes. Est-ce que en public, vous avez des questions? Je vais avoir une question, Marius. Alors, c'est sur l'aspect culturel que vous avez évoqué. Comment vous interprétez finalement ce phénomène qui s'est accéléré depuis particulièrement la crise sanitaire, où on a vu finalement une euphorie de création de start-up avec l'encouragement du gouvernement à produire des licornes en masse. Et ça se traduit aussi par une présence significative au CES de Las Vegas de la France, on a été encore jusqu'à l'année dernière le deuxième pays présent en termes de nombre de startups à présenter leurs innovations. Comment en France, les Latins, pas forcément très acculturés à l'entrepreneuriat, cet engouement, cette euphorie pour la création d'entreprises et l'innovation? Oui, je pense qu'il y a un aspect culturel dans les peuples latins qui sont assez, bon, le mot n'est pas bon, mais assez suiveurs. Et on a suivi la vague parce qu'il y a 30 ans, il y a des gens qui ont décidé que la vague, c'est de déplacer toutes les usines ailleurs, parce qu'il y avait peut-être des bonnes raisons. Et il y a beaucoup de monde qui a suivi cette vague. Et ils ont pensé bien faire. Mais dès que quelque part en haut, parce que l'eau devenait d'un coup très froide, c'est comme dans la douche, si vous faites l'eau froide, 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 mais que le gradient est faible, on ne sent pas. Mais si vous mettez de l'eau froide d'un coup, vous le sentez. Et ce qui s'est passé avec les crises, et on en a eu deux qu'on a bien reconnues, mais il y en a encore qui se préparent, que ce soit la crise sanitaire ou la crise énergétique avec la guerre, on a eu d'un coup de l'eau froide. Et ça a fait réveiller certains qui ont dit notre sens n'est pas le bon. Et le fait que les politiques ont pris la mesure de la réalité, ils ont donné un signal, ça a fait que tous ceux qui étaient déjà préparés à prendre le virage, ils l'ont fait. Parce qu'ils ont eu le courage, ils ont dit, OK, ça ne va pas être nous, les moutons noirs, dans un entrepôt des moutons blancs, mais il y a quelque part en haut où on a bien vu que c'est le moment de prendre le virage. Je pense que les gens étaient déjà préparés. Je pense que même l'industrie voyait toutes ces choses-là venir, voyait la nécessité de prendre le virage. Et le fait que ça s'est passé aussi vite montre aussi qu'ils étaient préparés. Et je pense que maintenant, le réveil est relativement important. Probablement, quelques-uns ont besoin de encore plus de réveil. Malheureusement, ça va venir. Et je pense que de plus en plus de monde, parce qu'il y a une barrière à l'Est qui est à peu près claire, qui va se poser. Et ça va avoir un impact énorme sur nos vies et comment ça peut être positif aussi. Il faut bien utiliser, bien comprendre le contexte et aller dans le bon sens. Merci Marius. J'aurais juste aussi une petite question pour Emmanuel. Alors Emmanuel, toi que tu as double culture grand groupe, tu as évolué quand même plusieurs années. Celle maintenant à laquelle tu es confronté, hein, puisque comme tu disais, Shift, c'est une super aventure, mais pas une aventure très simple non plus, parce qu'il faut pouvoir la consolider et l'installer. Comment effectivement, en tant que maintenant entrepreneur, en tant que start-upper, tu vois le modèle un petit peu des grands groupes qui est souvent sclérosé de par les niveaux hiérarchiques de prise de décision, de par la structure même de leur organisation qui tue l'innovation. Finalement, c'est quoi l'avenir finalement pour ces grands groupes à part de racheter des startups pour justement continuer quand même à se renouveler et à libérer un petit peu cette créativité pour laisser libre cours à l'innovation? Qu'est-ce que tu vois comme solution pour elle? Alors, je pense que l'IA va avoir un rôle fondamental à jouer là-dedans, parce que les grands groupes sont sclérosés de tout un tas de process, et notamment des process de services support, RH, achat, etc., qui empêchent l'innovation parce qu'on va vous obliger à acheter des solutions chez les fournisseurs qui sont référencés et pas les autres. Alors que c'est peut-être pas la bonne solution pour vous, pour votre usine, pour vos besoins locaux, etc. Et ça, c'est quelque chose de. Alors, ça a l'air comme ça, qui en deux mots, ça a l'air rien,
En fait, c'est un bois, c'est un boulet de canon énorme que chacun traîne à soutenir dans les grands groupes parce que on est dans un carcan qui fait qu'on a peu de latitude et, euh, et ça freine l'ensemble de la machine. Et quand, si on intègre une startup là-dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, en rajoutant ces boulets au pied des start-upers qu'on intègre, ça n'a aucune chance de marcher. Mais avec l'IA, c'est vrai que c'est ce que j'ai dit avant, ne me laissez pas forcément penser, mais je suis quand même quelqu'un de très optimiste à la base. Je pense que tous ces métiers support vont être justement plus automatisés ou concentrés vers des vrais spécialistes. Et ça permettra aussi normalement, le fait de les automatiser, de les ouvrir aussi, à faire, juste, à avoir plus de choix. Et donc à limiter ces freins du standard qui fait qu'on n'a pas le choix de partir vers telle ou telle solution. Les grands groupes, pour moi, leur avenir, il est simple. Hein, c'est soit ils se ferment, et dans ce cas-là, ils vont disparaître, parce que un jour, leur marché va disparaître. C'est aussi simple que ça. Euh, Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des concours comme SpaceX, envoyer des fusées, c'est pas le truc le plus trivial, quoi. Et pourtant, ils ont réussi à avoir de l'agilité là-dedans. Si eux y arrivent, il n'y a pas de raison de ne pas avoir la même chose dans la fabrication de machines, de la fabrication d'eau minérale, enfin, peu importe quoi. Dans tous les domaines, ça devrait être faisable. Ils prennent des risques, ils acceptent que leur fusée explose, alors que d'autres ne veulent pas qu'elle explose, et donc l'autre, elle sort 6 ans plus tard par rapport à SpaceX. Et puis elle n'est pas réutilisable. Au hasard, Ariane 6, malheureusement, parce que je suis un fervent de secteur. Donc, je pense que les grands groupes vont devoir se scinder en plus d'entités indépendantes, que l'IA va permettre, j'espère, de casser ce côté monolithique, si c'est bien utilisé comme outil, de casser ce côté monolithique des grands groupes pour que le grand groupe se refocalise sur ce cœur de métier, sa propre valeur, qu'elle a toujours, mais qui aujourd'hui est au sein d'un énorme truc où il y a plein d'autres choses qui le freinent sans arrêt. Et si on a ça, par exemple, un groupe qui a des grosses capacités industrielles, qui travaille avec des startups pour industrialiser des choses qui sortent très rapidement des startups, ça peut très bien marcher. Si le grand groupe il continue à faire comme aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'il va disparaître et il n'y a pas qu'à s'adapter. Donc, mais je pense qu'il y a une vraie opportunité avec l'IA, justement, de revoir les modèles auxquels je n'avais absolument pas pensé il y a 5 ans. Mais là, maintenant, quand on voit l'impact que ça a dans tous les domaines, ça va super vite et c'est utilisable. Et tous les domaines, achat, juridique, etc., quand il faut consulter un expert, il faut des gens très pointus. Et pour les tâches communes, finalement, ça peut devenir une commodité. Et si ça devient une commodité, c'est que le groupe peut se refocaliser sur son expertise. Ça, je trouve ça plutôt bon, en fait, parce que ça veut dire que le groupe redevient un groupe spécialisé dans la valeur qu'il apporte à la société. Là, je vois un peu d'espoir. Oui, pour ajouter un peu d'espoir, je pense qu'on a une certaine expertise parce que ça fait 30 ans qu'on déplace l'industrie ailleurs et on sait comment le faire. Et je pense qu'on est mieux préparé que d'autres à faire ce déplacement de l'île. Bah, merci tous les deux. Je crois que Gabriel en est allé au bout, sauf si dans l'Assemblée, il y avait des questions. Donc, merci encore à tous les deux. Et puis, nous, on se retrouve le 25 avril avec un sujet plus technique. On sera sur les enjeux environnementaux des matériaux composites. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.